Une dernière réaction d'oxydation des alcènes s'appelle donc la coupure oxydante ou également coupure oxydative. Donc là, on part d'un alcène, on le transforme en fait en diol via une méthode précédente, alors plutôt en diol syn, avec donc les deux OH du même côté. Et donc quand on fait ça, on peut derrière suroxyder, donc rajouter un oxydant. Dans ce cas-là, c'est l'acide périodique. Et donc, on va avoir coupure de la liaison ici, et donc obtention d'une fonction, de deux fonctions aldéhydes. Donc ça se fait en deux étapes. Alors il existe une méthode où on va faire ça en une seule étape, c'est-à-dire passer directement de l'alcène à la molécule coupée. On utilise donc KMNO4 qui va permettre de générer le diol, mais on l'utilise en quantité catalytique. Je vous rappelle que KMNO4 permettait de faire la dihydroxylation syn, et ensuite on va à la fois réaliser la coupure et régénérer l'oxydant qui a été réduit pour continuer donc à former du diol et à couper. Alors quand on fait ça, en revanche, ici dans le premier exemple on s'était arrêté à l'aldéhyde, là en revanche, comme on est en milieu oxydant et à queue, on va continuer jusqu'à l'acide carboxylique, donc l'oxydation complète de l'aldéhyde. Alors les exemples, c'est pas très compliqué, l'idée c'est de prendre un alcène et donc de le couper. Donc on va prendre des petits exemples assez faciles. Donc si on commence par le pente 2N, donc il faut donc 5 carbones, et donc l'idée ça va être de couper la molécule, donc selon la réaction proposée. Donc on passe par le diol avec cette fois-ci le diol anti avec MCPBA suivi de l'hydrolyse basique, et ensuite l'acide périodique. Alors MCPBA, c'est un peracide, c'est un peracide très connu, c'est le métachloroperbenzoïque acide. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc retenez son petit nom parce qu'il intervient assez souvent dans les exercices. Et donc on va couper, on coupe comme ça ici, et donc il y a juste à écrire, vous décollez, c'est comme rassembler les puzzles. Donc là, en coupant, on obtient donc les deux aldéhydes, puisqu'on n'est pas en milieu oxydant. Ensuite, on a le 2-méthyl X3N, donc X c'est 6 carbone en position 3, donc 3 c'est entre le carbone 3 et le carbone 4, donc ici, et on a également le 2-méthyl, donc 2-méthyl X3N, et donc on fait la coupure, donc on recopie en gros la molécule en la découpant en deux et en mettant des oxygènes. Donc c'est pas très compliqué. Et le dernier, donc hepta 2,4-diène, donc hepta, on part sur 7 carbone en position 2, donc entre le carbone 2 et 3, on met un premier alcène, et entre le carbone 4 et 5, on met un deuxième alcène, et en 2, on met un méthyle. Donc ça, on va couper ça, donc d'abord ici, et ensuite ici, et donc on va obtenir, on regarde ce qui nous reste comme morceau. Voilà, c'est pas très compliqué, il suffit de découper en mettant des oxygènes entre les deux. Alors l'exercice peut être fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on vous donne les produits issus de la coupure oxydative, et on vous demande en fait quel était l'alcène donc à l'origine. Donc dans le premier exemple, donc on part de la butanone et de l'éthanal, et donc on demande quel était l'alcène caché donc derrière cette réaction. Donc la butanone c'est ceci, l'éthanal c'est cette molécule là, et donc là il suffit de recoller les morceaux. Donc en gros il faut remettre la liaison alcène ici. Alors, la seule question c'est que quand on met l'éthanal, on peut évidemment le placer comme ceci ou comme ceci, et donc on obtient ou le composé de stéréochimie E ou l'alcène de stéréochimie Z.
Voilà. Donc quand on obtient uniquement de la propanone, c'est sous-entendu qu'on obtient 2 fois la molécule propanone, et donc on a évidemment, en recollant les morceaux, on récupère cette molécule-là. Donc voilà, je vous laisse regarder les autres exemples. Alors un exemple un peu amusant, c'est dans le cas des cycles, c'est-à-dire que si on obtient par exemple uniquement cette molécule, et ben en fait c'est que on avait coupé en fait le cycle, d'accord. Et en fait, quand on reforme d'où ça vient, on se rend compte que ça venait de cet alcène-là. Voilà, donc d'autres exemples amusants comme celui-ci. Quel est l'alcène à l'origine de cette coupure-là? Ça va être ça, il suffit de bien numéroter et de faire attention. Donc je vous invite à le faire chez vous tranquillement, et vous avez la correction en dessous pour bien comprendre comment marchent ces réactions. Alors, la suite du cours s'intéresse à l'inverse de l'oxydation, donc la réduction, et on va commencer par l'hydrogénation catalytique des alcènes. Donc le bilan est assez simple, vous avez un alcène, vous l'hydrogénez, c'est-à-dire que vous rajoutez du dihydrogène, et donc vous vous retrouvez avec l'alcane. D'accord. Alors sur cette réaction, ce qu'il faut noter, donc, c'est la stéréochimie. La stéréochimie, c'est que la molécule de dihydrogène fixe en fait ces deux H du même côté de l'alcène. Alors là, je l'ai dessiné au-dessus. Il va de soi que on obtient évidemment autant de fixation par le dessous. Il n'y a pas de raison d'accord, de privilégier un côté plutôt que l'autre, puisque il n'y a pas de chiralité au départ, il n'y a pas de raison qu'il y en ait à la fin. Ça, c'est absolument achiral, ces plans, localement l'alcène, et à la fin, on a a priori 50-50 de chaque énantiomère. Donc la réaction est stéréo-sélective, puisqu'on sélectionne parmi les 4 stéréoisomères possibles, puisqu'ici on a 2 carbones asymétriques. Si on a 2 carbones asymétriques, on a a priori 4 stéréoisomères, et donc là on obtient uniquement 2 parmi les 4. Donc la réaction est stéréosélective. En fait, elle est même diastéréosélective, puisque on sélectionne que 2 diastéréoisomères parmi les 4. Si on regarde sur l'exemple, partant du Z, d'un alcène Z, on obtient ici uniquement le composé méso SR et 0% de RS et de SS, donc la réaction est bien diastéréosélective, puisqu'on a sélectionné un seul diastéréoisomère parmi les 3 possibles. Si on modifie la stéréochimie du substrat, on se rend compte qu'on modifie la stéréochimie des produits. Donc la réaction est en fait diastéréospécifique, puisqu'elle dépend, la sélectivité des produits dépend de la stéréochimie, de la diastéréochimie des réactifs. Donc là, vous voyez qu'à partir du E, on obtient RRSS en 50-50 et 0% de RS, du méso. Voilà. Alors le mécanisme, c'est parce qu'en fait on est sur une catalyse hétérogène, donc l'hydrogène est fixé sur le catalyseur, et donc l'alcène, quand il s'approche du catalyseur, il vient par au-dessus ou par en dessous. En tout cas, il attrape les H du même côté. Donc ça, c'est pour le mécanisme. Et donc, la question qui reste, c'est, dans les conditions expérimentales, qu'est-ce qu'on utilise? Alors, on utilise... les alcènes sont souvent sous forme liquide. Le dihydrogène est gazeux et le catalyseur est solide. Donc, on a en fait ce qu'on appelle une catalyse hétérogène. Voilà. Donc pour les exemples de catalyseurs, on a le platine, le palladium ou le nickel. Le nickel, il existe un réactif un peu particulier qui est le nickel de Raney, qui est en fait issu d'un traitement basique d'un alliage nickel-aluminium, qui a l'avantage de capturer en son sein des molécules en fait de dihydrogène. Là il manque le 2 de dihydrogène qui augmente donc l'efficacité du catalyseur. Voilà, donc généralement dans les sujets, les catalyseurs employés sont le nickel de Raney, qui est moins cher quand même que le platine. Alors l'exercice 8, exemple de dihydrogénation. Donc pour ce qui est de la stéréochimie, on a bien compris, vu les exemples précédents, qu'elle était
en sin, c'est-à-dire que les deux H fixés soit par le dessous, soit par le dessus, et donc on a les exemples proposés. Si on part donc ici de cette alcène-là, on peut fixer donc les deux H du même côté, sur le haut ou sur le bas, et donc on obtient principalement cette molécule-là. Pour cet exemple-ci, on va en fait d'abord hydrogéner la double liaison la moins encombrée, ici, d'accord, qui va passer à l'alcane. Alors évidemment, maîtriser la stoichiométrie en phase gaz, c'est relativement compliqué. C'est pour ça que généralement, on va toujours hydrogéner toutes les liaisons de la molécule. On travaille généralement en excès. Et alors là, la petite subtilité, c'est que une fois qu'on a hydrogéné la première, donc le premier alcène, on se retrouve avec une molécule qui est chirale. Et cette fois-ci, on voit que le plan là, de la molécule, cette fois-ci, le groupe là, qui porte la chiralité, le S, pointe vers le bas. Donc voilà, après, on sent bien que les deux H vont se fixer ou vers le bas ou vers le haut, mais en revanche, il n'y a pas de raison que ça se fasse de façon équiprobable, puisque on avait déjà une chiralité au début. Donc la seule chose qu'elle faut faire attention, c'est qu'en revanche, on reste toujours en addition sin, c'est-à-dire les deux H du même côté. Donc là, les H n'ont pas été dessinés, mais évidemment, sur cet exemple-là, ils seraient tous les deux vers le haut, comme ceci, et ici, tous les deux vers le bas, comme ceci. Voilà. Alors ici, sur cet exemple-là, donc on va hydrogéner cette alcène-là, sauf que là, à nouveau, on a un substrat chiral, et donc là, ce qui est gênant, le groupe méthyle là qui gêne, il pointe vers le haut. Donc ça va être plus simple pour le dihydrogène de venir par le bas, et donc on va se retrouver avec majoritairement ce produit. Alors évidemment c'est majoritaire, c'est pas exclusif. Voilà, je vous ai rajouté un exemple en plus pour ceux qui aiment faire ce genre de dessin dans l'espace. Voilà, donc comme autre réduction, on va avoir la réduction de la fonction carbonyle. Donc la fonction carbonyle, c'est d'accord, c'est ça, cétone ou aldéhyde. Donc là, on a une double liaison CO et non pas CC. Et en fait, utiliser le dihydrogène, mais ça marche pas très bien. Donc il va falloir utiliser d'autres techniques. Donc pour ça, on va utiliser... l'idée, ça va être pareil, ça va être de transformer la CO en fixant 2H. D'accord, sauf qu'on ne va pas le faire avec du dihydrogène et un catalyseur, on va le faire en utilisant un hydrure complexe, donc NaBH4. Alors cette molécule NaBH4, elle se présente comme ceci. On a le borohydrure chargé moins, Na+, donc le cation, on le met de côté, on l'oublie. Et donc en fait, cette molécule, elle est équivalente à un H-. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si on avait BH3 plus H-. Donc, en fait, on a un hydrure. H-, c'est l'hydrure, donc hydrogène chargé moins, le suffixe ure pour le moins, et donc hydrure pour H-. Donc, on va fixer un H- d'un côté. Alors, toujours pareil, si on regarde le mécanisme, la question, c'est où sont les plus, où sont les moins. Bon, sur cette molécule, on sait que le delta plus est ici, et le delta moins là. Donc, vous avez le H-, l'hydrure qui va pouvoir s'additionner sur le carbone, et donc forcément le carbone, ça fait un peu de monde, il va falloir qu'il expulse des électrons de l'autre côté, et donc on va se retrouver comme ça avec un premier H fixé sur le carbone et un O- qui apparaît, et ce O- va récupérer un H, il va récupérer le H du solvant, l'éthanol, d'accord, qui présente un H protique, d'accord, delta plus, et en fait c'est lui qui va récupérer le H, et donc on va se retrouver à la fin avec ce qu'on veut, c'est-à-dire avec l'alcool, en ayant fixé d'un côté un H venant du H- et de l'autre côté un H, celui-là, venant de ce H delta plus, d'accord. Voilà, donc ça c'est pour le mécanisme. Je vous l'ai écrit sur le poly également. Alors sur le poly, je l'ai écrit en
en une seule étape, hein, sans passer par la forme ionique, hein, puisque généralement dans les solvants utilisés, l'hydrure reste attachée au bord. Hein. Voilà, et donc vous retrouvez bien le H delta moins, le H delta plus, et donc in fine c'est comme si vous aviez fixé H moins et H plus, d'accord, 2H sur le carbonyle de départ. Alors, on utilise des hydrures compliquées comme ça et pas simplement NaH, parce qu'en fait si on utilisait NaH, il se trouve qu'NaH n'est pas un super nucléophile, en fait c'est une meilleure base, et si on met donc l'hydrure de sodium en présence d'une cétone, il va plutôt aller chercher ce H là, qui est un H acide. On reverra ce cas-là un peu plus loin dans les cours qui suivent. Voilà. Donc pour l'instant c'est pas ce qu'on veut faire, on veut pas aller chercher un H acide, on veut réduire donc le carbonyle. Alors en biologie vous avez un exemple connu, hein, qui est la molécule de NADH, qui est en fait un donneur d'hydrure, hein, voilà, par un mécanisme un peu compliqué. Là voilà, c'est une remarque culturelle. Donc un petit exercice, comment passer de ces réactifs aux produits indiqués. Alors là on regarde là, donc ce qui se passe c'est qu'on a une fonction alcène et une fonction carbonyle, hein, c'est-à-dire que la molécule réactive c'est celle-là, et donc la question c'est comment réduire sélectivement donc une double liaison CC ou une double liaison CO. Donc dans le premier exemple on veut réduire uniquement le carbonyle, donc là on va utiliser NaBH4 comme on vient de le voir. Dans le deuxième exemple, on veut réduire uniquement l'alcène, donc on va utiliser ce qu'on a vu juste avant, donc le nickel de Raney. Et si jamais on veut réduire les deux, et bien on va utiliser soit l'une réaction puis l'autre, soit c'est possible de le faire en utilisant que du nickel de Raney, mais à ce moment-là en travaillant à très haute pression pour être capable d'hydrogéner à la fois les deux. Voilà, c'est pas forcément la stratégie la plus simple, hein, travailler à 50 bars, mais bon, c'est possible. Voilà, alors pour finir, on va juste faire une petite généralisation sur la définition en chimie organique plutôt qu'en chimie minérale. Donc en chimie minérale, on a vu que l'oxydation c'est une perte d'électrons. En chimie organique, on dira plutôt que l'oxydation c'est un gain d'oxygène, comme on l'a vu, hein, des exemples, quand on oxydait l'alcène en diol, on comprend bien qu'on a rajouté des oxygènes. Quand on oxyde l'aldéhyde en acide carboxylique, on rajoute un oxygène, etc. Et pour la réduction, on peut voir ça comme un gain d'hydrogène ou une perte d'oxygène, hein, forcément, puisque dans ce sens-là, on va faire la réduction, donc on va perdre un oxygène, voilà. Ou alors, comme on l'a vu, un gain d'hydrogène, quand on passe de l'alcène à l'alcane, on a rajouté 2H, on a fait une réduction. Donc l'exercice qui suit permet de trouver ça très rapidement. Si on garde cette idée, là on voit bien que qu'est-ce qu'on a fait dans la réaction A. Dans la réaction A, on a rajouté 2H, hein, un ici, un ici, donc là on a manifestement fait une réduction. Ici, dans la réaction B, on voit bien qu'il suffit de compter les oxygènes, donc on voit bien qu'on a fait une oxydation. Dans cet exemple-là, également, on voit bien qu'on a fait une oxydation, on rajoute quand même 2 oxygènes. Ici, dans la D, pareil, on voit bien qu'on rajoute 2 oxygènes, donc oxydation. Ici, en revanche, on a rajouté 2H, donc une réduction. Et ici, on a rajouté 2H, un ici, donc on a fait une réduction. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça permet de vite voir de quel type de réaction il s'agit.